contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On reçoit un invité très spécial aujourd'hui, Marc Fortin, PDG du RQRA. Bonjour Marc et bienvenue. Bonjour Ahmed. Alors, on va parler un peu de l'homme tout d'abord avant d'aborder les priorités du RQRA. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce qui t'a mené à la direction du RQRA? Bien sûr. Mon parcours a été un peu atypique. J'ai été entrepreneur, j'ai été dans le monde corporatif après, surtout marketing, planification stratégique, avant de me retrouver ensuite dans une autre phase où j'étais consultant et je redressais des entreprises et des associations avant de devenir président de différentes associations que je remettais sur pied, que je mettais un peu les directives en place. Et pourquoi le RQRA? Parce que quand le conseil d'administration m'a approché pour le poste, j'ai vu des gens dynamiques, des gens qui avaient aussi des grands besoins, une industrie qui était pas bien structurée encore, bien organisée au niveau des relations gouvernementales. Et comme j'aime les défis, j'ai quitté les choses que je connaissais bien, l'alimentaire, le commerce de détail, la distribution, tout ce genre de métiers-là ou de catégories-là. Puis j'ai dit, il y a de l'alimentaire en résidence. Il y en a, puis il y a de la construction, il y a de l'immobilier. J'ai l'habitude avec ces choses-là. Mais la santé, j'étais moins habitué un petit peu. Alors, je me suis dit, il y a des belles choses à faire. On va aider les aînés. En plus, il y a une bonne mission en arrière de ça. Il y a quelque chose de vraiment qu'on peut redonner de social. Et puis, je me dis, pour ma fin de carrière, pour la prochaine décennie, s'il me reste une décennie à travailler, pourquoi pas le faire avec les aînés? Et puis remettre ça en place. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise quand tu es arrivé dans ce nouveau domaine d'activité il y a 4 ans maintenant? Ça fait 4 ans, depuis 4 ans et 2 semaines. Ça va prendre une bouteille de vin, ça va prendre 1 heure au moins, mais vraiment pour en discuter, ce qui m'a surpris le plus, moi, c'est évidemment l'état de la situation avec le ministère de la Santé. C'est un ministère avec qui je n'avais jamais vraiment travaillé, mais j'avais travaillé avec tous les autres ministères. Il y a vraiment une espèce de culture fermée, une espèce de démagogie qui est installée même au sein du ministère de la Santé c'est du privé, non, nous on est meilleurs, c'est le public. Il y avait beaucoup d'enjeux, puis c'était à tous les échelons. Du staff politique, ça pouvait se retrouver jusqu'en bas sur le terrain. Puis, ça empêchait de mettre beaucoup d'initiatives en place, ça empêchait la logique d'opérer, le gros bon sens d'opérer. Et puis, les seuls gens qui payent pour ça, c'est les usagers, c'est les aînés. Et ça a été le gros élément pour moi qui a vraiment été « wow ». Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc, on avait encore plus de défis. Et évidemment, au RQRA, il y avait beaucoup de ménage à faire, de restructuration à faire aussi. Donc, la première année, ça a été, on gère la pandémie, on restructure le RQRA, on s'équipe, on se met des outils en place pour être plus professionnel, puis mieux adresser les enjeux. D'ailleurs, tu t'es joint à moi après 2 mois, donc tu as été la première personne qui s'est jointe à moi. Puis je pense que tu as été témoin de l'aventure aussi. C'est ça. Et est-ce qu'après 4 ans, il y a des accomplissements ou des choses dont tu es particulièrement fier? Oui, définitivement. Je dirais que la partie la plus fière pour moi, ça a été de gérer la pandémie. Puis c'était vraiment une situation spéciale parce qu'on n'avait plus d'employés, on avait déménagé le bureau. Donc, je faisais à peu près tout avec toi. Les communications, les stratégies, les relations gouvernementales, les services aux membres. les événements, les webinaires, les services aux membres, répondre aux membres. Des membres qui me disaient « vous me rappelez, il est 11 heures le soir. On me rappelait pas jamais avant. Puis là, vous me rappelez la même journée. » Mais oui, mais on travaillait comme des fous pour pouvoir mettre les choses en place. Mais c'est d'avoir négocié plusieurs éléments avec le gouvernement pour aider les RPA et aider les aînés. Je pense aux primes, entre autres. Je pense
quand les aînés ne pouvaient plus sortir, puis on avait vraiment des répercussions autour parce de que ça. c'était la pandémie à ce moment-là. C'était la pandémie, oui. Puis on a réussi à arrêter certains éléments, à mettre des programmes en place, à les étendre à tout le monde parce que c'était restreint. Donc, il y avait vraiment cette opportunité-là. Puis ensuite, je dirais de mettre le RQRA sur pied, c'est ma deuxième fierté, avec tous les outils, la structure, les employés, et on n'a pas fini encore. On a encore d'autres choses d'autres éléments qu'on est en train de mettre en place, mais le domaine des RPA a une machine maintenant pour travailler pour eux. La machine est presque toute huilée, mais on a une machine en place. Évidemment, on peut toujours s'améliorer. Est-ce que l'arrivée de Santé Québec récemment a changé certaines choses pour nous? Je réfléchis là, jusqu'à quel point je vais ouvrir à ce niveau-là. Oui, ça a été... on a débattu beaucoup avec le ministère de la Santé, avec M. Dubé, parce qu'il y a des choses qui étaient dangereuses dans la loi 15, dans l'établissement de Santé Québec. Ils sont encore, parce que M. Dubé avait pas beaucoup d'écoute pour personne. C'est pour ça qu'il a passé la loi 15 au bâillon. On se retrouve avec une organisation qui a des pouvoirs extraordinaires. Je suis pas sûr qu'ils savent comment gérer ces pouvoirs-là. Ça peut être extrêmement néfaste pour l'entièreté de la population québécoise. Et on le vit en ce moment avec Santé Québec. C'est un peu les 12 travaux d'Astérix, puis le Capharnaüm. C'est vraiment... Puis en plus, ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les droits, puis maintenant, il n'y a plus personne politique qui peut s'imposer sur eux. Fait que c'est encore plus dangereux que c'était avant. On a créé une espèce d'État entre le ministère de la Santé et les usagers, les partenaires. Puis maintenant, cette étape de plus amène toutes sortes de complexités qui sont très peu gérables avec très peu d'écoute. Donc, j'espère que ça va changer. J'espère que ça va évoluer, pas juste pour les aînés du Québec, mais pour tous les Québécois, pour les services de santé, parce que en ce moment, ce qu'on voit, c'est des coupures dans les hôpitaux, des coupures dans les soins pour les aînés en RPA, des coupures dans les services. Pourtant, il y a toujours 100 000 fonctionnaires qui font de l'administration. Quand on doit réduire toute la lourdeur réglementaire, la lourdeur administrative pour nous, pour les médecins, pour tout le monde, puis on doit se débarrasser d'une bande de fonctionnaires qui sont là puis qui poussent du papier. Et on doit réinvestir sur le terrain, dans les soins et dans des employés, des préposés, des infirmières, des auxiliaires, des médecins. Mais c'est pas ça qu'on fait en ce moment. Mais c'est ça le besoin. Et puis, fait que ça, c'est un peu inquiétant. Puis je pense que dans 5 ans, on pourra refaire un compte rendu, mais il va être trop tard parce qu'il va y avoir tellement eu de dégâts. Donc, il faut vraiment le prévoir maintenant pour pouvoir. Donc, le travail avec Santé Québec fait partie des priorités. Quelles sont les autres grandes priorités du RQRA pour les semaines, les mois à venir? Pour les prochaines semaines, les prochains mois, les grandes priorités, quand on s'en va vers une année d'élection, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps pour régler des choses avec les différents ministères. Je dirais évidemment, on doit régler la nouvelle loi sur le contrôle du loyer et sur les baux. On est en train de travailler avec le ministère de l'Habitation pour régler ça. D'ailleurs, c'est notre ancienne ministre des Aînés, Mme Bélanger, qui est devenue ministre de l'Habitation. Donc, on est en train de travailler avec son staff qui l'a suivi pour régler ça avec notre mémoire qui est rentrée. La première priorité. La deuxième priorité, ça va être de vraiment travailler au niveau de la politique des soins à domicile. Il faut intégrer des éléments pour les RPA, pour les aînés qui vivent en RPA, qui vont être dans le bien-être à ce niveau-là, dans la politique. Donc, on travaille à ce niveau-là. Il faut régler les achats de soins. Les allocations personnalisées, c'est un peu bordélique. Puis, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Écoute, c'est d'application dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Mais oui. Écoute, quand on regarde le nombre d'heures d'achetées en soins à domicile en RPA, puis les aînés de 75 ans et plus dans les RPA, dans chaque région, on passe de 219 heures par aîné à 2 heures par aîné. Ça, c'est le gap dans différents CIUS. Donc, il y a un CIUS, l'Outaouais, qui achète 219 heures par aîné par année, puis il y en a Laval qui achète 2 heures par aîné par année. C'est absolument impassable et incompréhensible. Où est l'argent? Où sont les soins à ces aînés-là? Fait que ça, c'est une priorité pour nous de régler les achats de soins, les allocations et s'assurer que tous les aînés du Québec
ont les services qu'ils doivent avoir, peu importe où ils habitent, qu'ils habitent à la maison, qu'ils habitent à la maison en RPA ou qu'ils sont en CHSLD et en RI. C'est l'entièreté du continuum d'habitation et d'hébergement ne sont pas satisfaits. Il n'y a rien qui fonctionne. On a créé une alliance. Les RI, les CHSLD, les soins à domicile, nous, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est notre priorité de travailler aussi avec l'alliance pour s'assurer qu'on règle ces histoires de soins. C'est extrêmement problématique. Donc, dans nos priorités, il faut régler les soins. Il faut régler aussi les contrôles de loyer parce que si on nous empêche de gérer nos loyers avec la capacité de payer des aînés, on ne sera pas capable de rénover, on ne sera pas capable de suivre les réglementations, puis on va abandonner. Donc ça, il ne faut pas que ça arrive. Donc il faut que ces deux éléments-là soient réglés. Puis il faut qu'on travaille avec Santé Québec pour changer la façon de penser et de faire des fonctionnaires qui sont dans la machine en ce moment de Santé Québec. Il faut travailler ensemble. Il faut qu'on trouve des façons de faire des partenariats. Pas juste utiliser le mot, mais agir en partenaire. Puis ça va être l'autre priorité parce que ça va être la seule façon d'avancer. Puis évidemment, quatrièmement, je dirais qu'il y a des grandes orientations qui vont venir du ministère vers Santé Québec. Il faut qu'on influence ces orientations-là. C'est le seul pouvoir maintenant que le politique a sur Santé Québec. Donc, c'est d'influencer certaines orientations qui vont être pour le bien-être des aînés en RPA aussi. Alors, on arrive tout doucement au bout de l'entrevue. Marc, est-ce qu'il y a un dernier message peut-être que tu aimerais transmettre aux gestionnaires de RPA qui nous écoutent ou encore au monde politique? Bien, je pense que mon dernier message serait le suivant. Dans le domaine de la santé, il va être primordial, peu importe qui au niveau, spécialement du ministère de la Santé, à qui on parle, que ce soit Santé Québec, que ce soit les politiciens, les fonctionnaires, le staff politique, de comprendre à quel point les partenaires sont importants. Les partenaires étant des RI, des CHSLD, tous privés, que ce soit des RPA. Et on n'est pas des RI, on n'est pas des CHSLD, les RPA. Ce n'est pas la même chose. Il y a de l'autonome, puis oui, il y en a qui font du soin, puis il faut faire la différence. Juste nous, les RPA, on sauve en soins avec notre 38 000 personnes qui sont non autonomes, 4,5 milliards de dollars de coûts de soins, à part les infrastructures qui coûteraient probablement au gouvernement 38 milliards. On réduit les listes d'attente. C'est 4,5 milliards par an? Par année. Puis le 38 milliards, c'est un investissement pour loger les 38 000 personnes. C'est impossible pour le gouvernement de s'occuper des gens de qui on s'occupe. Ça serait une vague impossible à gérer. Donc, on sauve une fortune au gouvernement avec les travaux qu'on fait, mais en ce moment, on abandonne. On abandonne parce qu'on se fait maltraiter par Santé Québec, on se fait maltraiter par les fonctionnaires dans la machine, puis les politiques n'arrêtent pas de sortir toutes sortes de lois, que ce soit l'environnement, l'habitation, finances, santé. Il faut arrêter, il faut se consolider. Donc, j'ai un message, essayez de travailler ensemble, qu'on se consolide dans nos demandes, dans nos besoins. Et comprenez à quel point les RI, les CHSLD privés vous sauvent de l'argent et les RPA vous sauvent de l'argent. Juste nous, on parle de 4,5 milliards pour 38 000 personnes. C'est des chiffres publiés par Joanne Castonguay. Donc, il y a des éléments importants. Toute la société en bénéficie. Donc, travaillons ensemble. C'est mon message. Un grand merci, Marc Fortin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci, Ahmed.